Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vais essayer de trouver une place pour voir un peu l'écran. Il faudrait que tu me donnes le laser. Je te remercie. Bien, alors je vais vous parler de François Barthes et de ce voyage sur le Leopoldina Rossa, qui est, vous allez le voir, une véritable épopée. Mais qu'on pourrait aussi baptiser l'école de la patience. Vous comprendrez pourquoi. Alors, François Barthes, il naît à Sainte-Marie, cette petite ville voisine et rivale d'Oloron. Alors j'insiste là-dessus parce que je suis Oloronnais, mais je suis surtout samaritain. Parce que Sainte-Marie a été rattachée à Oloron en 1858, et nous les Samaritains, on l'a toujours un peu en travers de la gorge. Voilà. Alors il grandit près de la cathédrale de Sainte-Marie, ses parents commercent dans la rue qui fait l'angle, la rue Sainte-Barbe, et lui, il devient ouvrier papetier. Alors notre ami Jeanne Valois, qui vient de sortir un remarquable livre sur les moulins à papier, a retrouvé sa trace en 1836 et 37 comme ouvrier papetier dans le moulin à papier de Sarance. 2 ans plus tard, on le trouve à Oloron, dans un des 2 derniers moulins à papier, où il fait toujours le même métier, mais là aussi, ces 2 moulins vont fermer. Et c'est ce qui va le réduire au chômage, et c'est sûrement pour cette raison qu'il va, à 39 ans, ce qui est tard malgré tout, hein, beaucoup partaient plus jeunes, à 39 ans, il va faire le grand pas, franchir l'Atlantique pour aller à l'Uruguay. Alors, le premier déplacement qu'il va effectuer, c'est de se rendre à la Seube. Il va aller à la Seube chez M. Pont-Cabaret, qui est le correspondant local pour le Haut-Béarn, de l'agent, pas l'agent d'immigration, de l'armateur plutôt, de l'armateur Léonce Goyetch de Bayonne. Et il va acheter là, à la Seube, un billet pour la traversée Bayonne-Montevideo. Le lendemain ou le surlendemain, il va partir en diligence jusqu'à Bayonne. Et la première chose qu'il va faire, en arrivant à Bayonne, bien sûr, c'est ce qu'on ferait tous, il va aller sur les quais pour essayer de voir ce navire qui va l'amener en Amérique. Alors, c'est un 3-mâts, nous sommes à l'époque des voiliers, nous sommes en 1841, en septembre 1841, et ce 3-mâts, il est quasiment neuf, il fait 350 tonneaux, il a été fabriqué dans la baie de Chesapeake, sur la côte est des États-Unis, du côté de Boston, et il a fait qu'une seule traversée de l'Atlantique Nord pour relier New York au Havre, pour livrer une cargaison de marchandises, du cuir et des balles de laine. Depuis le Havre, il est arrivé à Bayonne à vide. C'est l'armateur Goyetch qui l'a affrété pour pouvoir faire la traversée de l'Atlantique Sud dans l'autre sens, avec non pas des marchandises, ou plutôt si, mais pas n'importe quelle marchandise, avec du fret humain, c'est-à-dire avec des émigrants. Et depuis qu'il a accosté sur le quai de Bayonne, ce Leopoldina Rossa, il attire beaucoup la curiosité des Basques et de tous les habitants qui viennent le voir parce que c'est un navire un petit peu révolutionnaire. Alors, j'ai retrouvé une image de ce bateau, la seule que j'ai pu trouver. C'est un dessin, vous le voyez, une aquarelle. Hein, et on montre le Leopoldina Rossa qui est un bateau très plat, qui est beaucoup moins haut que les précédents navires, très effilé, la proue est très pointue, et les mâts sont inclinés légèrement en arrière, et vous voyez, il donne une sensation de légèreté et de rapidité, de vitesse. Et bon, franchement, François Barthes, ça n'aime pas du tout, hein, parce qu'un navire, il n'y connaît strictement rien, lui, il est ouvrier papetier, hein, François Barthes. Mais ce qui l'intrigue quand il est sur les quais, c'est qu'il entend des coups. Il entend des coups dans la coque du navire. Ce sont des coups de scie, des coups de rabot, des coups de marteau, et il s'inquiète de savoir qu'est-ce qui se passe, et on lui explique que ce sont les charpentiers qui sont là et qui sont en train d'aménager l'entrepont en construisant des cloisons pour isoler les passagers femmes des passagers hommes, et aussi des chalets pour leur donner un minimum de confort pendant la traversée. Alors ces coups sont rien par rapport à celui qu'il va recevoir sur la tête quand il va apprendre en suivant que le départ qui est prévu pour le lendemain est retardé d'1 mois. 1 mois. Il est retardé au 20 octobre. Alors que faire? Je vous laisse imaginer un peu, quand nous on arrive, qu'on voit que notre train il a 1 heure de retard, on est fou de rage. Alors imaginez un peu 1 mois.
Alors il connaît bien sa situation, il sait que le billet qu'il a pris pour le Leopoldina-Ross, il n'est pas remboursable. Il connaît ses poches, ses finances sont bien maigres, il a tout englouti dans la traversée, et il n'a pas les moyens de prendre notre navire, ou à Bayonne, ou à Bordeaux, ou à Passares, en Espagne, c'est pas possible. Il ne peut pas non plus aller à l'hôtel, il n'a pas les moyens. Et il ne veut pas non plus rentrer à Oloron, parce que rentrer à Oloron, ça serait un échec pour lui, et puis il y a toujours ce risque. Autant le départ a été retardé que le départ pourrait être avancé, donc il faut absolument rester sur Bayonne. Par chance, il a un oncle, Jacques, le frère de son père, qui est en commerce à Bayonne, donc il va aller le voir, et il va lui demander l'hospitalité, ça va très bien se passer. Et pendant un mois, qui passe finalement vite, il va se rendre utile auprès de son oncle, et il va patienter ainsi. Mais voilà que le 20 octobre va arriver, je vous ai dit, c'est l'école de la patience. Le 20 octobre va arriver, et dans la presse va apparaître un article de l'armateur. Alors quand je dis dans la presse, c'est dans la presse de tous les journaux du département. Ici, c'est je pense que c'est le journal de Bayonne, la Sentinelle, ou le Phare, je ne sais plus. Mais aussi, on trouve ça dans le Mémorial de Pau, dans l'Indépendant de Pau, on trouve aussi le même article, qui annonce que le départ qui était prévu pour le 20 octobre est reporté à fin novembre. Voilà. Alors notre ami François Barthes, bon, il désespère un peu, mais que faire? Alors il dit quand même qu'on dit aussi sur le port qu'il y a 2 agences, au Bain de la Nive et chez M. Destrac. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va se rendre chez M. Destrac, rue du Port-Neuf, pour essayer d'avoir quelques explications. Et là, on va le rassurer. On va lui dire, bon, écoutez, il y a une chose qui est sûre, c'est que le bateau, il va partir. Ne vous inquiétez pas, le bateau, il ne va pas rester à quai, vitam aeternam. Il va partir. C'est qu'une question de temps. Il faut attendre que Goyetch, l'armateur, résolve ses problèmes, lesquels François Barthes ne le sait pas. Mais il patiente, que peut-il faire d'autre? Et voilà que fin novembre arrive. Et fin novembre, je vous le mets en mille, évidemment, le départ est à nouveau reporté. Alors là, ça grince des dents. Nous sommes fin novembre, il commence à faire froid. François Barthes, il est bien loti, François Barthes, parce qu'il est logé. Mais il y a beaucoup d'émigrés qui patientent comme lui sur les quais, qui font des petits boulots la journée sur le port pour essayer pour se financer un abri la nuit dans des entrepôts ou dans des petites pensions, etc. Donc finalement, il est content de son sort quand même, François Barthes. Il y a pire, mais ça grince les dents. Alors ce qui fait que l'armateur va communiquer. Il va communiquer dans la presse, toujours pareil, dans la plupart des journaux, et il va annoncer que le bateau va partir, que c'est un... Enfin, il va rassurer ses immigrés et peut-être en chercher des nouveaux, parce qu'il va dire que son Leopoldina-Ross, ses propos sont cloués, doublés, chevillés de cuivre comme neuf. Il annonce aussi des cabines vastes, une alimentation saine et abondante, avec de la viande fraîche de bœuf au moins 2 fois par semaine, puisque quand ils embarquaient comme ça, ils amenaient les animaux vivants, qui tuaient au fur et à mesure pour nourrir les passagers durant la traversée. Il va préciser aussi que le commandement du navire, du Leopoldina-Ross, va être confié à Hippolyte Frappaz, qui est un capitaine chevronné, qui va être secondé par quelqu'un que tout le monde connaît à Bayonne, Chorito, c'est un célèbre basque, et que tous les deux, d'ailleurs, ont fait ensemble déjà 11 fois la traversée vers le Rio de la Plata. Quand je parle du Rio de la Plata, c'est l'Argentine et l'Uruguay. Et tous les deux ont fait 11 traversées, donc il n'y a vraiment aucun souci à avoir. D'autant qu'à bord, il y aura aussi un médecin, assisté de 2 aides-soignantes et même un pharmacien. Et puis la nourriture, donc il s'agit de patienter, il faut simplement patienter. Mais là, dans le texte, vous l'avez lu sans doute, l'armateur s'engage à partir irrévocablement au 20 janvier prochain. 2 mois quand même, hein. C'est 2 mois d'attente. Bon, ben, les gens n'ont pas le choix, hein. Mettez-vous à leur place à l'époque, hein. Donc ils patientent. Et arrive donc le 20 janvier 1842. Et là, ce 20 janvier 1842, même chose. Sauf que là, on apprend, quand même enfin, les passagers apprennent que c'est pas le Leopoldina-Ross qui ne part pas. C'est le Leopoldina-Ross qui a l'interdiction de partir. Et cette interdiction est donnée par la capitainerie et indirectement par la préfecture. Pourquoi?
parce que ce n'est pas sous la responsabilité de l'armateur finalement, ça vient de l'État. Parce qu'en Argentine et en Uruguay, il se passe des événements très chauds. En Uruguay, il y a ce qu'on appelle là-bas la Guerra Grande. La Guerra Grande, cette grande guerre, c'est une guerre qui concerne l'Uruguay. Le premier président de cette jeune république uruguayenne, Rivera, est entré en guerre avec le second président de la République, Oribe. Et Rivera est replié, qui entre parenthèses était quand même son premier ministre. Mais bon. Et Rivera est replié dans Montevideo, qui est sein de rempart. Et Oribe, lui, s'est allié avec le dictateur argentin Rosas. C'est celui qui a exterminé une grande partie des Indiens de la Pampa pour récupérer leurs terres. Et Rosas, que rien n'arrête, il n'a qu'une envie, c'est de débarquer en Uruguay. Et pour couronner, si j'ose dire cela, la marine anglaise et la marine française, qui ont des vues, bien sûr, commerciales sur ces deux pays, font le blocus du Rio de la Plata, c'est-à-dire de l'estuaire qui sépare les deux pays. Et ce blocus paralyse toute la navigation, et c'est pour ça que, chez nous, à Bayonne, le Lenca et le Leopoldina Rossa sont bloqués et ne peuvent pas partir. Mais il y a aussi 3 autres navires qui sont bloqués à Passares. Sans doute, il y en a-t-il, je n'ai pas cherché, mais il devait y en avoir aussi à Bayonne, à Bordeaux, pardon. Et en tout, ça fait à peu près 1200 émigrés sur ces 2 ports de Bayonne et Passares qui patientent pour pouvoir partir. Enfin, l'autorisation de départ pour le Leopoldina Rossa va arriver. Elle est signée du 31 janvier. Bon, à partir de ce moment-là, le capitaine Frappas va charger les marchandises, les animaux, va rabattre le rappel pour sonner le rappel pour abattre, faire monter ses passagers. Et enfin, mi-février, le navire va lever l'ancre de Bayonne. Depuis le mois de septembre qu'il atteint, François Barthes, je vous laisse imaginer sa joie. Mais elle est de courte durée, sa joie. Parce que le navire va descendre de quelques encablures la Dour et il va s'immobiliser en face du Boucau. Pourquoi? C'est normal. Vous savez que l'estuaire, on a vu sur l'estuaire de la Gironde tout à l'heure avec Régine, mais l'estuaire de la Dour, c'est un peu similaire. Plus petit, mais c'est similaire. Et à l'entrée de l'estuaire, là où la Dour se jette vraiment dans l'Atlantique, il y a ce qu'on appelle la barre. Aujourd'hui encore, on appelle l'anglais la barre. Hein. Cette barre, c'est une barre de sédiments, de sable, qui bloque la circulation. Il y a juste un chenal qui est creusé. Et à l'époque des voiliers, nous sommes en 1841, 42 là maintenant. On a avancé un peu dans le temps, depuis le temps qu'on attendait. Et en 1842, bon, il faut que la marée soit haute pour pouvoir passer, mais il faut aussi que le vent soit bon. Or, la marée monte et le vent baisse. Alors, ce qui fait que notre Leopoldina Rossa, il est toujours devant le Boucau. Et ça dure. Quel voyage, oui. Et arrive le 13 mars. Vous vous en souvenez tous, c'était le 13 mars 1842, c'était un dimanche. Et ce jour-là, quelques passagers vont émettre le souhait d'aller assister à la messe. Ils voient le clocher du Boucau en face, ils ont envie d'aller à la messe. Ils vont s'en ouvrir auprès du capitaine Frappas qui va leur dire « Ok, je vous affrète une chaloupe, mais il n'y a que 12 places. » Or, ils sont 15. Alors, il y en a 3 qui vont renoncer, ou au moins faire semblant de renoncer. Les 12 vont monter à bord de la chaloupe, et puis au dernier moment, les 3 autres vont sauter dans la chaloupe va tanguer, l'eau va rentrer, la chaloupe va couler au pied du navire. À cette époque-là, peu de gens savent nager. Heureusement qu'elle coule au pied du navire, parce que les matelots vont essayer de repêcher le maximum de naufragés, mais il y aura quand même 3 noyés. Une dame et 2 hommes vont se noyer dans cet épisode. Ils seront enterrés le lendemain, le lundi, à la cathédrale de Bayonne. Et le mardi, le capitaine Frappas va à nouveau procéder à l'appel à bord du Leopoldina Rossa. Et là, il va se rendre compte qu'il manque quelqu'un. Il manque un passager, il manque un homme bigourdan d'Argelès Gazos, qui n'est pas là. Son corps sera repêché quelques jours plus tard, ce qui portera 4 les naufragés du dimanche 13 mars. Alors enfin,
le 26 mars, vous vous rendez compte, on n'est pas dans les mêmes échelles du temps qu'aujourd'hui, mais quand même. Le 26 mars, tout ça, c'est prouvé. Hein. Toutes les recherches que j'ai faites, elles sont documentées. Rien que les journaux, déjà, c'est un véritable feuilleton. Donc le 26 mars, le vent se lève en fer et le Leopoldina Rossa, à la joie de tous les passagers, va passer la barre d'Anglette et s'engager dans le golfe de Gascogne. Le vent est favorable, le vent pousse le navire, mais le vent grossit, et c'est une tempête qui se déclenche dans le golfe de Gascogne. Je n'invente rien. C'est une tempête qui se déclenche dans le golfe de Gascogne pendant 3 jours. Tous les passagers, et François Barthes en tête, sont cloués sur leur chalit à vomir tripes et boyaux. Tant et si bien qu'au bout de 3 jours, une escale était prévue à Passarès, le navire arrive enfin à Passarès, et la presse locale, alors je ne vous ai mis qu'un extrait, hein, mais toute la presse locale le relate. C'est un feuilleton, je vous le dis, le Leopoldina Rossa, et ils écrivent que quelques passagers de la Leopoldina Rossa ont profité de la relâche de ce navire au port du passage, Passarès, donc, pour demander à être mis à terre, etc., etc. Et on peut effectivement nous se demander comment François Barthes ne renonce pas, parce que après 7 mois d'attente, après ce drame sur l'Adour, cette tempête dans le golfe de Gascogne, on comprendrait qu'il renonce ça. Il ne le fait pas sans doute parce qu'il voit arriver à Passarès pas mal de bas pyrénéens, de jeunes basques et béarnais bas pyrénéens, ou Bicordin peut-être aussi d'ailleurs, qui viennent embarquer à Passarès. S'ils embarquent à Passarès, c'est parce que, en fait, là-bas, les contrôles administratifs sont moins rigoureux qu'en France. Et en France, à l'époque, l'armée se fait pour une durée de 7 ans par tirage au sort. Donc ça justifie souvent les départs des jeunes Pyrénéens vers l'Amérique qui préfèrent tenter fortune là-bas que de partir faire 7 ans de combat ou de guerre dans des pays sans savoir pour qui ni pourquoi. Donc on peut penser que s'il reste à bord, François Barthes, c'est peut-être l'arrivée de ces Basco-Béarnais qui le rassure. Enfin, le navire va lever l'ancre et va voguer vers l'Amérique du Sud, sans encombre. C'est étonnant, mais sans encombre. Il traverse l'Atlantique sans encombre. Il va arriver au bout de 65 jours. Ici, bon, ils arrivent, vous vous souvenez peut-être sur la carte que Régine nous a montrée tout à l'heure, ils arrivent comme ça vers Pernambouc, ici, Recife aujourd'hui. Ils descendent, Salvador de Bahia, Rio, et pour arriver à la côte d'Uruguay, enfin. Et après ces 65 jours de mer, on peut imaginer appuyer sur 65 jours, hein, la mer. Les délais que vous a donné Régine tout à l'heure, c'était des délais pour de 21 jours, c'était pour traverser du Havre à New York. Là, c'est tout du nord au sud. Et on peut imaginer donc appuyer au bastingage François Barthes qui regarde enfin la côte uruguayenne qui défile sous ses yeux depuis le temps qu'il attendait de la voir. Et il est là avec Bourdeux, qui est un tanneur d'Oloron. Ce sont les 2 Oloronnais qui sont à bord du Leopoldina Rossa. Et ils se réjouissent de voir enfin cette côte uruguayenne. Ce qu'ils ne voient pas, c'est dans leur dos une grosse masse noire qui grossit à vue d'œil et qui interpelle tout de suite le capitaine Frappaz, qui comprend de quoi il s'agit. Il s'agit d'un cyclone. Un cyclone qui est en train de se dégrossir et qui va se déclencher. Et là, le capitaine Frappaz va tout faire pour éloigner le navire du Cap Castillos qui est ici. Je ne sais pas que j'arrive plus à... Ah non. Bon, le Cap Castillo qui est ici, vous le voyez, c'est écrit. Et j'ai grossi en haut. Et ce Cap Castillo, c'est un cimetière de navires. Parce que sous l'eau affleurent les récifs. Et c'est un endroit excessivement dangereux qui est connu notablement par tout le monde. Et surtout par tous les capitaines. Et notre ami Hippolyte Frappaz va engager un combat, bien sûr, pour lutter, pour éloigner à tout prix le Leopoldina Rossa du Cap Castillo. Évidemment, vous vous en doutez, c'est la tempête qui va gagner. Le navire, tu peux tourner, avancer, le navire... Alors, le navire va s'échouer sur les brisants du Cap Castillo.
Et là, le capitaine Frappas, en tant que bon capitaine, va faire ce qu'il est tenu de faire. Il va essayer de mettre une chaloupe à la mer pour sauver d'abord les femmes et les enfants. Alors, dès qu'il pose la chaloupe sur les flots, les vagues la retournent et elle va se fracasser, se disloquer sur les rochers. Il comprend que c'est sans issue. Alors, il va réunir les meilleurs nageurs de son équipage et il va leur confier une corde avec un grappin pour essayer de se jeter. Parce que oui, je ne vous ai pas dit, ils échouent à 300 mètres du rivage. La terre, il la voit à 300 mètres. Et il va confier à ses matelots, donc, de se jeter à l'eau avec une corde pour essayer d'établir une main courante, plutôt des mains courantes, entre le navire et la côte pour sauver les passagers. Alors ces valeureux marins se jettent à l'eau, mais il y en a quelques-uns qui se noient, et ceux qui arrivent sur la côte, ce ne sont pas des sauveteurs, ce sont vraiment des naufragés, des rescapés. Ils ne peuvent pas intervenir, aucune main courante n'est établie. À bord, les passagers comprennent que le risque est de plus en plus grand, qu'il va falloir compter que sur soi-même, d'autant que le navire va s'ouvrir en deux, se disloquer complètement, et à ce moment-là, une soixantaine de passagers vont être engloutis dans les flots et disparaître, et parmi eux, il y aura le bourdeux, le tanneur oloronais, dont on ignore le prénom, qui va disparaître à ce moment-là. François Barthes, lui, à ce moment-là, il est sur la proue du navire, et il va voir que la coque qui est brisée complètement, et la soute est en train de vomir tous les bagages, les barriques, les caisses de victuailles, etc. Tout flotte, les divers débris, et les passagers qui sont avec lui vont comprendre que leur seule issue réside à se cramponner à un de ces débris. Alors François Barthes va se jeter à l'eau, il va le faire, et en priant Dieu, bien sûr, que le courant le ramène sur la berge. C'est ce qui va se passer, il va échouer sur la côte. Près de lui, il va voir le capitaine Frappas, parce que le navire est complètement disloqué, mais le capitaine Frappas est en train de mourir dans les bras du médecin, parce qu'il a reçu un mât sur la tête, le pauvre capitaine. Ça sera son dernier voyage. Il va voir aussi quelques autochtones qui viennent là, sur la côte, non pas pour aider les naufragés, mais pour piller. Pour récupérer tout ce que la mer rejette. Et ce sera finalement deux estanciers avec quelques péoles qui viendront pour secourir les naufragés. La nouvelle va arriver à Montevideo quelques jours plus tard. Le naufrage aura lieu le 9 juin 1842 et il y aura ce communiqué dans la presse du Uruguay. Le lendemain, il y aura la liste qui sera aussi publiée dans la presse de tous les rescapés. Et quelques jours plus tard, le 6 juillet 1842, 27 de ces rescapés vont arriver à Montevideo à bord de l'Éclair, qui est une goélette qui, jusqu'alors partie française, qui participait au blocus du Rio de la Plata. Et parmi eux, il y aura donc François Barthes, et il y aura aussi 3 religieuses basques qui auront dû leur salut sur le Léopoldine Ross, parce qu'elles se seront déshabillées, elles ont quitté leur lourde robe de bure qui se serait gonflée d'eau, et c'est en chemisette qu'elles se sont jetées à l'eau et qu'elles ont eu la vie sauve. Alors après, que devient François Barthes? Alors la nouvelle va arriver en France seulement au mois de septembre, depuis juin. Bon, il n'y a pas le télégraphe, il n'y a pas le téléphone et il n'y a pas Internet. Hein. Donc c'est quand le médecin du Léopoldine Ross va faire la traversée dans l'autre sens et va débarquer au Havre, qui va se rendre à la capitainerie et qui va faire le récit de ce qui s'est passé. Et ensuite, comme une traînée de poudre, dans tous les journaux de France, mais vraiment dans tous les journaux de France, on va trouver le récit du médecin partout, comme un copier-coller aujourd'hui. Et cette nouvelle va arriver, bien sûr, dans le sud-ouest aussi, qui est le pays le plus concerné, le secteur le plus concerné par les passagers. Et il y aura donc dans tous les journaux la liste le récit du naufrage et la liste des rescapés. Et dans ce petit pavé, bon, à gauche, le petit pavé à gauche, c'est un pavé qui paraît aussi dans le glaneur d'Oloron, où il est précisé que dans la liste des rescapés ne figure pas François Barthes. Or, François Barthes, il a écrit à sa famille à Oloron qu'il a survécu, il est à Montevideo, et ce petit pavé confirme bien que François Barthes est vivant, mais par contre déplore que Bourdeux, le tanneur, lui, d'Oloron, est décédé.
Alors, le 5 mars 1843, 9 mois plus tard, on retrouve François Barthes à Montevideo. Il va se faire recenser pour demander des nouveaux papiers. Il y a son nom qui est marqué ici en bas, là, pour avoir des nouveaux papiers à Montevideo. Après, on perd complètement sa trace. Peut-être que des chercheurs le retrouveront un jour. On ne sait pas où il est allé, s'il est resté en Uruguay, s'il a été dans le Rio Grande do Sul, c'est la frontière avec le Brésil où il y avait beaucoup de gens qui sont partis là-bas, ou en Argentine, on ne sait pas, on a perdu complètement sa trace. Alors, pour conclure, je voudrais vous dire que le transport maritime au XIXe siècle, il est tout à fait comparable avec le transport aérien aujourd'hui. C'est-à-dire que quand une catastrophe aérienne survient aujourd'hui, tout le monde en parle, ça fait les choux gras de la presse et des médias, parce qu'il y a beaucoup de morts, évidemment. Un naufrage au XIXe siècle, c'était un peu la même chose. Sauf qu'on sait très bien aujourd'hui que le transport aérien, c'est le transport le plus aérien. Le plus sûr. C'est le transport le plus sûr. Et bien plus sûr que la circulation routière, par exemple, ou que les trains. Et je me suis appuyé sur une statistique qui a été faite en 1850 à Londres. Sur 7129 bateaux partis vers l'Amérique, 44 seulement font naufrage. Et il y a à bord 1 500 000 passagers, surtout les Irlandais. Et sur les 44 naufrages, tout le monde ne périt pas non plus. Ce qui fait qu'en parlant clair, et avec un petit chiffre qui en dit beaucoup plus, un passager qui partait sur un bateau au XIXe siècle avait 99,93% de chance sur 100 d'arriver à bon port sans souci. Voilà. Moi, je suis arrivé à bon port aussi. Je vous remercie de votre écoute. Et avec Régine, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas.